Pendant 30 ans, il a sillonné les océans, des côtes normandes à la mer de Chine. Mais aujourd'hui, quand il navigue, c'est juste pour le plaisir, avec des amis. Tu veux la tourner d'autre bord, hein? Tu l'as là? Ouais, on peut la tourner, c'est vrai. Pour reborder le phoque, je crois, Michel. Hein. François Herbelin rêvait d'une retraite tranquille au large de Dieppe. Mais depuis quelques mois, il est hanté par les mêmes images, celles de tous ces réfugiés qui disparaissent en mer. Quand on voit des bateaux plein de monde avec couvert, le pont couvert, normalement en mer on peut dire c'est une loi quoi, que ça soit n'importe qui. On laisse pas des gens se noyer et on peut pas dire bon bah c'est pas grave, ils se noient. Ça c'est pas possible. Alors là on est descendu bien bas. Chez ce vieux marin, l'actualité a ravivé des souvenirs enfouis. Une histoire qu'il avait un peu oubliée. C'était en 1979. À l'époque, il était commandant sur un cargo, l'Île de Lumière. Un beau jour, il reçoit un étrange coup de téléphone de son patron. Au début du printemps, là, je devais être en Nouvelle-Zélande et l'armateur m'a dit oui, que vous allez voir à Nouméa, mais je peux rien vous dire, c'est secret, mais il y a un projet, je vous expliquerai. Et arrivé à Nouméa, sur le quai, là, on me dit oui, vous allez avoir la visite du docteur Kouchner, que je ne connaissais pas. Et donc il est venu à bord, il a fait un tour du bateau, il m'a demandé à réunir tout l'équipage et il a exposé ce qu'il voulait faire avec le bateau et demandé si on était volontaire. La mission proposée par Bernard Kouchner, c'est de mettre le cap sur le Vietnam. La guerre avec les États-Unis vient de se terminer. Le pays est à feu et à sang. Des millions de personnes fuient les persécutions du nouveau régime communiste. On les appelle les boat people. Ces bateaux pleins à craquer, ces réfugiés indésirables, le navire Île de Lumière va aller les secourir. Une opération humanitaire et médiatique qui va susciter un élan de solidarité sans précédent dans toute la France. Des intellectuels, des artistes, des politiques, droite et gauche unanimes pour recevoir plus de 120 000 Vietnamiens et Cambodgiens. Du jamais vu. Comment une telle mobilisation a-t-elle été possible? Et que sont devenus ces réfugiés que la France a accueillis à bras ouverts il y a 35 ans? Tout commence en novembre 78 par un reportage au journal de 20 heures sur des réfugiés à la dérive, repoussés par des gardes-côtes malaisiens. Une cargaison humaine indésirable, c'est celle que transporte ce vieux cargo, le Haiphong, contre lequel on a lancé des vedettes de la police côtière pour l'empêcher de pénétrer dans les eaux territoriales ou pour l'en chasser, un peu comme on lâcherait un chien sur un mendiant qui vient sonner à votre porte. Ces 2500 Vietnamiens, personne n'en veut. Ce soir-là, Bernard Kouchner est devant sa télé. Il vient de créer l'association Médecins sans frontières. Je me souviens des images au journal du soir. Ces gens fuyaient, ils partaient en famille avec des enfants et ils affrontaient les périls de la mer et les périls de la piraterie sauvage. Je m'en souviens très bien, c'est là qu'est née l'idée, puisqu'ils sont en bateau, il faut les sauver en mer. Au large du Vietnam, rien ne se passe comme prévu. À bord d'un canot à moteur, François Herbelin, commandant de l'Île de Lumière, fonce vers une énorme jonque qu'il a repérée dans ses jumelles. Les gardes-côtes malaisiens leur barrent le passage. François Herbelin, accompagné de Bernard Kouchner, tente une véritable opération de commando. Les policiers sont très nerveux. Ce dialogue dramatique, ce dialogue de sourds, bord à bord, entre médecins et policiers, en restera d'ailleurs là. Finalement, le navire hôpital jette l'ancre sur l'île de Pulo Bidong, en Malaisie. Sidérés, les humanitaires découvrent un immense camp de réfugiés à ciel ouvert. Sur la plage, l'arrivée du groupe suscite évidemment une émotion, une curiosité très vive. Ce bateau, ces médecins, on les attendait, on les espérait depuis des semaines. On se sent aussitôt un peu impressionné, les premiers malades, il y a eu les premiers morts,
Enfin, des choses, c'est tout un univers qu'on connaissait pas. Et des moments de joie aussi, parce que là, c'est la première naissance. C'est la première naissance sur l'île de Lumière. Donc j'étais à la passerelle, vous voyez, et tout le monde était content, pris quelques photos souvenirs. Je crois que je crois que le bébé m'a fait pipi dessus. Mais à bord de l'île de Lumière, Bernard Kouchner a aussi invité des journalistes qui ont fait le voyage avec lui. Il veut médiatiser au maximum son opération. À l'heure du journal télévisé, les Boat People s'invitent dans tous les foyers français. Le bateau pour le Vietnam n'est pas un bateau fantôme, contrairement aux prévisions de certains esprits chagrins. Le navire hôpital français Île de Lumière a recueilli 263 réfugiés vietnamiens. Vous savez, nous avons souvent parlé de ce bateau hôpital chargé de soigner les réfugiés vietnamiens. Depuis une semaine, Jacques Abouchard et Patrice Dutertre sont retournés là-bas et vivent avec ces réfugiés qui ont l'angoisse d'être rejetés à la mer. Cet humanitaire spectacle est une première. Cela vaut à Bernard Kouchner quelques critiques, mais ça marche. À Paris, la question des réfugiés bouleverse l'opinion publique. Le médecin français mobilise des artistes comme Yves Montand. Les intellectuels aussi prennent position. Le 20 juin 1979, Jean-Paul Sartre et Raymond Aron, les deux philosophes qui se détestent et ne se parlaient plus depuis 20 ans, font cause commune. Ils se rendent même ensemble à l'Élysée pour réclamer des visas pour les réfugiés. Jean-Paul Sartre. Les droits de l'homme impliquent que tout homme doit entrer au secours de ceux qui risquent un danger de mort ou un danger de grand malaise. Face à cet appel, les politiques finissent par réagir. À droite d'abord. Jacques Chirac, maire de Paris, propose un pont aérien entre la France et le Vietnam. Dans cet esprit, nous ferons un premier voyage par avion. Nous avons déjà trouvé les avions pour aller chercher effectivement des réfugiés. Il y en aura au total entre 2000 et 2500. Longtemps réticente à critiquer les communistes vietnamiens, la gauche surenchérit. On ne peut pas se contenter de discours ou d'affirmations de bons sentiments. Voilà pourquoi le Parti socialiste a indiqué qu'il était prêt à recevoir par ces municipalités qui sont nombreuses au moins 20 000 réfugiés du sud-est asiatique. Pour la première fois en France, gauche et droite réunies. Ça, symboliquement, c'était très fort. À l'époque, Bernard Bled est haut fonctionnaire à l'hôtel de ville de Paris. Il est convoqué en urgence par Jacques Chirac dans son bureau. Et il me dit, vous êtes au courant des Boat People, vous avez vu tout, oui, on ne peut pas l'ignorer. Bon. Alors moi, je vais prendre une initiative, la ville de Paris doit montrer l'exemple, et il me dit, naturellement, vous êtes au courant, vous partez demain matin. Ah. Avec plusieurs élus parisiens, Bernard Bled se rend donc à son tour dans les camps de Malaisie. Mais surprise, il a bien du mal à trouver des volontaires pour venir en France. Il préfère les États-Unis. D'une part, il connaissait pas trop l'existence de la France géographiquement. Il considérait que c'était un pays du Nord, donc un pays où probablement il ferait froid, il mourrait de froid. Et il a fallu les prier de venir, leur dire, mais je vous assure, vous allez être bien accueillis, on vous aime beaucoup. Ils disaient, non, oh oui, mais c'est pas ce qu'on veut. States. Bernard Bled trouve tout de même 300 premiers volontaires. Le 10 juillet 1979, ils atterrissent à Roissy. La France est très heureuse de vous accueillir. Et il va y avoir beaucoup d'autres après. Accueillir le plus de réfugiés possible, c'est alors une fierté. Ce jour-là, à l'aéroport, Jacques et Bernadette Chirac sont émus par une jeune femme en larmes. Elle a une vingtaine d'années, elle s'appelle Anne Dao. Ils décident de l'accueillir chez eux. Et c'est comme ça que les choses se font. Et sitôt dit, sitôt fait. C'est-à-dire que Anne Dao, elle rentre avec eux à l'hôtel de ville et elle va rester avec eux à l'hôtel de ville pendant des années. La France entière se mobilise. L'État ouvre des dizaines de centres d'accueil et fournit vêtements, repas, cours de français. Les procédures administratives aussi sont allégées. Les Boat People obtiennent immédiatement le statut de réfugiés
et un permis de travail. Giscard avait donné des instructions pour que tout soit fait sans que la loi en réalité soit totalement respectée. C'est plutôt bien ça, parce que ça prouve que quand on veut, on peut. En cette fin des 30 Glorieuses, pas encore de chômage de masse. Pour les Français, recevoir les réfugiés est une évidence. Au total, 122 000 personnes seront accueillies en moins d'une dizaine d'années. Parmi elles, la famille Tan et ses 2 fils, de 2 et 5 ans. Quand nous sommes quittés le mois de décembre, encore chaud là-bas, on a porté des trucs à l'été avec le truc mousseline tissu thaïlandais. On arrivait en France, qu'est-ce que c'est froid, on est tremblé, on voit la neige, les enfants qui sortaient pour la neige. Comme les autres, la famille a fui la guerre et tout laissé derrière elle. La France va les aider à s'intégrer. Teksoun, le père, trouve du travail dans une usine de biscuits à Nantes. Papa travaille chez lui, tu vois. Ça, c'est quand il est parti, Une en côté, fait. tu vois, la France a ouvert leurs bras pour nous accueillir comme réfugiés politiques. On n'a pas le mot. On n'a pas le mot quand vous nous accueillir. Et on a du travail, on a tout. Les visages, les gens qui m'ont aidé. Même un mot de gentil ou, c'est pas, m'a passé, donner quelque chose. En cette fin des années 70, la solidarité va parfois encore plus loin. Gréoux-les-Bains est la première commune du département des Alpes de Haute-Provence à avoir accueilli une famille vietnamienne. 4 réfugiés qui viennent de Saint-Lys, près de Toulouse, où se trouve l'un des nombreux centres de regroupement de réfugiés asiatiques. Dans les plus petits villages, des familles françaises se portent candidates pour accueillir chez elles les boat people. À Compiègne, Jacques et Marie-Thérèse Le Calvé ont participé à cet élan de générosité. Ils ont accueilli une famille vietnamienne pendant 3 ans. C'est un acte humanitaire, c'est tout. Ils étaient malheureux, ils avaient besoin de secours, on a fait ce qu'on a pu. Fallait parer au plus pressé et on était dans l'action, c'est tout. On réfléchit pas beaucoup plus que ça. Qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qu'il faut, on fait, voilà. Par rapport à aujourd'hui, ce qui à mon avis est fort important à souligner, n'oublions pas que ces personnes-là parlaient le français très bien et de plus étaient aussi de la même religion. À l'époque, Jacques et Marie-Thérèse font partie d'un cercle de réflexion catholique. Avec des amis, ils leur trouvent un appartement, les aident financièrement et les invitent même à passer Noël chez eux. C'était le premier Noël où il avait un cadeau, et ce cadeau, c'était un Goldorak. Ah. C'était plus que des amis, enfin c'était de la famille. Aujourd'hui, les 2 familles se sont un peu perdues de vue. L'un des enfants travaille pourtant juste à côté, dans un magasin de sport. Il a abandonné son prénom vietnamien pour un prénom plus français. Oh, bonjour, si. Je dis toujours si. Vous allez bien? Ah oui, ça va. Et toi? Ça fait longtemps. Tu as quel âge maintenant? 42 ans. 42. Wang Thibault maintenant, oui, le grand Thibault. Frère, il est à Touroc, il est marié. Il est pas loin, oui. Et ma sœur, elle est à Colombes. Alors ça, je savais que Gisèle était à Colombes. Elle travaille dans la comptabilité, je crois. Oui. Hein, c'est ça. Qu'est-ce que ça vous fait de voir Marie-Thérèse? Ça vous rappelle quoi? J'ai beaucoup d'émotions, ça fait tellement longtemps. C'est elle qui m'a accueilli. Je suis très reconnaissant là-dessus. Oh non, j'oublierai jamais. Il n'y a pas de reconnaissance à avoir parce que je crois que les joies ont été partagées. Pour les réfugiés vietnamiens, a-t-il toujours été facile de trouver une place en France? Dès leur arrivée, il y a 35 ans, se posait déjà la question de l'intégration. Une partie s'adapte. On a du mal à évaluer encore l'insertion. Mais je pense que une génération peut pouvoir bien s'adapter en France quand même. Pour la famille Tan, en tout cas, l'histoire s'est plutôt bien terminée. Donc là, c'est la cheminée où on fait les grillades. Donc des grillades avec du bois de sarmenterie. Donc vous voyez mon petit frère là, qui est en train de s'activer avec les saucisses au muscadet et les entrecôtes. C'est pas spécialement asiatique, mais mes frères ont fait leurs études de restauration à Nantes. Donc voilà. Depuis une douzaine d'années,
Ils sont propriétaires d'un restaurant bien français. Derrière son comptoir, Monsieur Tan est fan de pétanque et de grands crus bordelais. Je connais le Château Cateau depuis plus de 20 ans, je connais ça. Quand je visitais le château, je mangeais ici, avec le patron. Aujourd'hui, les enfants comme les parents ont tous la nationalité française. Donc j'ai une entrecôte à point. Ouais. Mais ils se sentent très proches des boat people de 2015, Syriens ou Irakiens, qui frappent aux portes de l'Europe. Là, ça fait penser directement aux histoires que maman et papa m'ont racontées, quoi. C'est exactement la même chose, c'est ce qu'on voit. Et quand j'ai vu la photo du bébé mort, là, je me suis dit, ça aurait pu être mon frère. J'ai pleuré devant la télévision. Mais là, je dis, bon, quoi qu'il arrive, le premier chose urgent, il faut aider les gens, il faut sauver les vies. C'est humain. Voilà. Cet automne, Monsieur et Madame Tan voudraient à leur tour faire un geste pour les réfugiés. Ils se disent prêts à faire travailler l'un d'eux dans leur restaurant.